Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les derniers exercices de l'année, d'accord, sur le dernier chapitre. Donc du coup, le 23, page 313, sur calculer une énergie mécanique. Donc on prend ici une joueuse de tennis qui frappe une balle modélisée par un point matériel de masse m égale 58 grammes. À l'instant où elle quitte la raquette, la balle est à une hauteur h égale 1 mètre du sol et sa vitesse pour valeur v0 égale 70 km/h. L'axe des altitudes est orienté vers le haut et l'origine des altitudes est au niveau du sol. Calculer l'énergie mécanique de la balle à l'instant où elle quitte la raquette. Donc c'est de la définition du cours, hein, d'accord. L'énergie mécanique, pour rappel, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc on va exprimer tout cela. Donc, comme je le disais, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique, c'est-à-dire mgh plus 1 demi de mv0 carré. Du coup, on applique, hein. La masse, attention, c'est en kilogrammes, du coup il faut mettre 58, donc 10 moins 3. 9,81 pour G. Bon, on aurait même pu prendre 10, de toute façon on va être à deux chiffres significatifs. Hein. Mais je crois que dans les exos on vous donne 9,81, donc du coup j'ai repris ce qu'on vous donnait. Fois 1 mètre, plus 1 demi de pareil, la masse 58 10 moins 3. Attention, V0, il faut bien le mettre en mètres par seconde. Du coup, 70 km/h, méthode rapide, vous divisez par 3,6. Sinon, eh bien, vous multipliez par 1000, vous divisez par 3600, ce qui revient au même hein, que de diviser par 3,6. Et on n'oublie pas le carré. Et bien, tout ça, ça nous fait donc 12 joules, d'accord. Simplement, je vous ai mis que ce terme-là, il est à peu près égal à 11, et ce terme-là, à peu près égal à 0,6. C'est juste pour vous dire que, vous voyez, c'est l'énergie cinétique qui est prépondérante là-dedans. Forcément, mgh, plus vous avez un objet qui va être massique, et plus il va être placé haut, mieux ça va être, si on veut, pour avoir beaucoup d'énergie potentielle de pesanteur. Donc là, avec quelque chose qui est à 1 mètre et qui fait 50 grammes, en gros, forcément, vous allez avoir très peu d'énergie. Vu qu'elle est lancée à 70 km/h, sa composante hein, dans l'énergie mécanique, elle est vraiment plutôt autour de l'énergie cinétique. Voilà pour cet exercice, 12 joules. On passe donc au suivant. Alors le 36, ça se corse. Alpinisme. Vous avez un alpinisme donc, modélisé par un point matériel G, donc ici, de masse 80 kg, situé en un point A sur une montagne. En situation délicate, du fait d'un manque d'appui, il décide de penduler. D'accord. Donc, pour gagner une plateforme plus confortable. Ici. Pour cela, il se laisse partir en chute dans le vide, sans vitesse initiale, suspendu à sa corde de masse négligeable qui a été fixée en un point I, donc ici. Là, vous avez la corde, comme ça, par son compagnon de cordée. Il passe en un point O situé à la verticale de I avec une vitesse de valeur V0, ici. D'accord. Donc, il se lance, il arrive ici avec une vitesse V0. On vous donne l'angle entre la corde au départ et la verticale, donc c'est alpha qui vaut 40 degrés. Au cours de la chute, lorsque la corde est tendue, la distance entre l'alpiniste et le point de fixation de la corde ne varie pratiquement pas. Donc I, G, c'est égal à L égale 10 mètres. On considère, hein, d'accord, vous avez toujours ça qui vaut 10 mètres. Ok. Et la chute est supposée sans frottement. Effectuez le bilan des forces qui s'exercent sur l'alpiniste pendant sa chute. On voit bien, il est sur terre, donc forcément il y a le poids. Verticale vers le bas. Cette personne ne tombe pas dans le vide, d'accord. Donc il y a bien quelque chose qui la retient, et elle est retenue par quoi? Par la corde. Donc du coup, on va avoir une force comme ceci le long de la corde. Attention, elle ne va pas être comme ça ou comme ça. Elle va être forcément le long de la corde, puisque c'est bien la corde qui retient notre alpiniste. Ce qui donne ceci, j'espère que vous voyez bien. Donc le poids P dirigé vers le bas, vertical. Vous mettez bien vecteur P, hein, c'est un vecteur. Et la tension T, ici. Donc T, on appelle ça la tension du fil. Hein. Vous avez donc la tension T, vous mettez bien aussi une flèche puisque c'est un vecteur. Et vous voyez que lorsqu'il est en A, donc en A il y aurait le poids comme ça, et la tension T vers là. Du coup vous avez une somme vectorielle qui serait quelque chose comme ça. Ça correspond bien au mouvement. S'il se lâche, eh bien le mouvement, il va partir par là. D'accord. Si vous faites un bilan des forces et que vous voyez que votre somme des forces s'en va par là, il y a un truc qui ne va pas à un moment donné, quoi. Et on voit bien aussi que si il pendule comme ça et au bout d'un moment il s'arrête, eh bien on aurait un équilibre des forces entre les deux. Donc là il faut les faire à peu près de la même longueur, d'accord. Enfin de la même longueur même. Puisque si jamais il s'arrête ici, là vous aurez le poids vers le bas, la tension vers le haut, et elles auront la même longueur, d'accord. Et donc du coup l'alpiniste sera immobile. Voilà pour cette première question. Petit b, la force exercée par le fil sur l'alpiniste ne travaille pas. Exprimez alors la variation d'énergie mécanique delta EM entre les points A et les points O. Alors, déjà, pourquoi cette force ne travaille pas? Eh bien, si vous regardez la tension T, elle est toujours perpendiculaire au mouvement.
Regardez ici, en fait, ça va décrire un cercle, d'accord? Là, vous avez en fait le rayon du cercle, et donc du coup, un rayon est toujours perpendiculaire au cercle. Là, d'accord? Vous avez toujours un angle droit. Du coup, vous avez l'angle entre le déplacement et la force, hein, le déplacement est comme ça, la force qui est comme ça, et cet angle vaut toujours 90 degrés. Cos 90, je rappelle, ça fait 0, et du coup, ben, la force ne travaille pas, d'accord? Donc, la seule force qui va travailler, c'est le poids, et le poids, on a dit que c'était une force conservative. Du coup, il y a conservation de l'énergie mécanique. La chute est sans frottement, hein, l'énergie mécanique de l'alpiniste se conserve, car il n'est soumis à aucune force non conservative. Il est soumis qu'à une force, d'accord, le poids. L'autre force, on vient de voir qu'elle ne travaillait pas puisqu'elle était perpendiculaire au déplacement. Et ensuite, il n'y a pas de frottement considéré, pas de frottement de l'air ni de la corde. Ils existent bien évidemment, mais on les considère négligeables. La conservation de l'énergie mécanique entre les positions A et O s'écrit. Bah, du coup, l'énergie mécanique qu'il a en A, c'est l'énergie mécanique qu'il a en O. Ça veut dire que delta EM, c'est égal à 0. Il n'y a pas de perte d'énergie mécanique. Si là, il avait 15 joules, il a 15 joules là, là, là et là, il a toujours ces 15 joules. D'accord? On va voir à quoi ça va servir. Dernière question, en déduire la valeur V0 de la vitesse de l'alpiniste au point O. Et alors là, c'est un petit peu difficile quand même. Hein. Sur le principe, c'est relativement simple, c'est juste qu'il y a un peu de géométrie à faire, mais il faut bien retenir quand même ce principe-là. Après, pour vraiment trouver la vitesse, c'est quand même un petit peu difficile. Mais, une fois qu'on a écrit que l'énergie mécanique se conservait, donc ça veut dire que l'énergie mécanique en A, c'est l'énergie mécanique en O. On pourrait l'écrire en n'importe quel point, hein, sur le déplacement, c'est la même. Sauf qu'on a un point de départ, où sa vitesse est nulle, on a ici une vitesse V0, du coup bah, on va écrire cette égalité en A et en O. L'énergie mécanique, c'est quoi? C'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Bon bah voilà, du coup j'applique bêtement, hein. 1 demi de mva carré plus mgza, d'accord? Donc za, c'est ceci. Vous voyez, on a dit qu'on avait pris z égale 0 en haut. Du coup, za, c'est ici, l'altitude du point A. Et puis ici, je verrai tout à l'heure, j'ai z égale m. mgza plus égale, 1 demi de mv0 carré plus mgz0. Je vous ai dit ensuite dans une autre vidéo qu'une fois qu'on avait écrit une égalité comme ça, il allait falloir voir s'il n'y avait pas quelque chose qui allait être égal à 0 ou 1, enfin voilà, des choses qui vont simplifier un peu les calculs. Et bien, justement, donc on choisit un axe orienté vers le haut, avec pour origine O, d'accord? Et du coup, Z0, il est du coup égal à 0. Hein, puisque on vient de dire que c'était justement pour origine le point O. Donc Z en haut, enfin Z0, pardon, c'est égal à 0. Du coup, ce terme-là s'en va. Ensuite, on a dit qu'il partait sans vitesse initiale. Ça veut dire que la vitesse en A est nulle. Donc ce terme ici s'en va aussi. Il nous reste que ces deux termes, et on extrait du coup V0 de ça. Alors là, ça va un petit peu vite, ils vont rapidement, mais on voit que la masse se simplifie. On multiplie par 2 de chaque côté, donc ça nous fait V0 carré égale 2GZA, et donc racine carrée, on enlève encore la solution négative, hein, racine carrée de 2GZA. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, V0 égale racine carrée de 2GZA. Donc ça c'est vraiment classique à savoir faire. Ce qui est compliqué ici dans cet exo, c'est que ZA, il n'est pas facilement accessible. Mais l'altitude en A, ici, qu'est-ce qu'elle vaut en fait? On ne sait pas trop. C'est-à-dire que là on a L, là on a alpha. On nous a donné les longueurs de L et de alpha, mais ça ne nous donne pas vraiment l'altitude ZA. Du coup, il va falloir faire un peu de géométrie pour trouver ça. C'est le moment où c'est difficile. Alors dans la correction du livre, hein, on vous dit directement ZA égale L fois 1 moins cos alpha. C'est un petit peu rude, hein, franchement. Il y a quelques étapes entre les deux. Donc ces étapes, je vous les ai mises ici, on va faire ça ensemble. ZA, si on regarde, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à L, tout ça, moins IH. D'accord? Là, j'ai Z égale 0, là, j'ai ZA, là, j'ai Z égale L. Puisque si là, je suis à 0, là, j'ai une longueur L, d'accord? Quand la corde est tendue, c'est vraiment la longueur L ici. Du coup, je peux dire que ZA, c'est L moins IH. Et bien ensuite, IH, pourquoi j'ai introduit ce point? Parce que là, vous avez un angle droit, là, vous avez un triangle rectangle dans lequel on connaît un angle. Du coup, on va pouvoir se débrouiller. Alors, c'est soit on utilise le sinus, le cosinus, la tangente. On se rend compte ici que si je fais cos alpha, hein, ce que je vous dis ici, or cos alpha, c'est quoi? Pourquoi j'utilise le cosinus? Parce qu'il me faut quelque chose qui va faire intervenir le côté adjacent et l'hypoténuse. Pourquoi? IH, je le cherche justement, là, j'ai envie de l'exprimer en fonction d'autre chose. Et l'hypoténuse, je sais que sa longueur, ça va être L.
d'accord. Si j'avais utilisé le sinus, ben, j'ai le côté opposé, là, j'ai aucune donnée là-dessus, donc du coup, ça sert à rien de le connaître. Donc cosinus alpha, ça fait quoi? Ça fait IH divisé par IA, d'accord, adjacent sur l'hypoténuse. Et comme je vous l'ai dit, IA, c'est L. Du coup, IH, je peux l'exprimer comment? Eh bien, c'est égal à L fois cos alpha. D'accord? Donc IH égale L fois cos alpha. Je réinjecte ça dans mon expression de départ. Donc ZA, c'est égal à L moins L cos alpha. C'est-à-dire que ZA, ça vaut L facteur de 1 moins cos alpha. D'accord? Je factorise par L. Et donc ça, maintenant, ZA, je le remplace ici. Donc ça fait facteur de 1 moins cos alpha. Application numérique, je remplace avec les données. 2 fois 9,81 fois 10 pour la longueur de la corde fois 1 moins cos 40. Et ça me fait 6,8 mètres par seconde en arrivant au point O. Voilà pour cet exercice. Donc, exercice suivant, le 30, les centrales STEP. Alors, les centrales STEP, stations de transfert d'énergie par pompage, sont composées de deux bassins situés à des altitudes différentes. Elles permettent de stocker de l'énergie en pompant l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible. Lorsque la demande électrique augmente, elle restitue de l'électricité sur le réseau en faisant descendre l'eau du bassin supérieur vers le bassin inférieur. Cette opération est appelée turbinage. Bon, on va faire l'exo et puis après je vous donnerai un petit peu de culture G là-dessus. Mais le principe d'une centrale STEP, en fait c'est un barrage, vous voyez là il y a de l'eau, là vous avez de l'eau aussi, il y a un barrage entre les deux, il y a du dénivelé forcément, plus il y en a mieux c'est, et vous allez faire monter de l'eau lorsque la demande est faible, c'est-à-dire que si vous produisez trop d'énergie à un moment donné, ben, vous allez stocker de l'eau en hauteur. Par contre, quand il y a une grosse demande électrique, vous faites descendre l'eau en bas, ça vous fait tourner une dynamo, en gros, un alternateur, et ça vous fournit de l'électricité. D'accord ? C'est quelque chose qui est utilisé depuis à peu près un siècle pour réguler comme ça la demande en énergie, c'est-à-dire depuis qu'à peu près qu'on fait de l'électricité. Bon, c'est parti pour l'exo. Quelques données, on nous dit que le bassin inférieur est à une altitude de 1800 mètres, le bassin supérieur 2500, que pour turbiner il nous faut une durée de 3 heures, le rendement de conversion de l'énergie potentielle en énergie électrique est de 70%, petit g et la masse volumique de l'eau vous sont redonnés aussi. Alors, dans une centrale STEP, sous quelle forme l'énergie est-elle dans les bassins d'altitude? Eh bien on a dit quand un objet est en hauteur, son énergie, ça va être de l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord ? Donc ici, vous mettez que l'énergie est stockée sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. 2. La centrale STEP correspondant aux données ci-dessous est en mesure d'exploiter 2 fois 10 puissance 6 mètres cubes d'eau. En précisant l'altitude de référence choisie, calculez l'énergie potentielle de pesanteur de ce système quand il est situé dans le bassin inférieur ou dans le bassin supérieur. Donc c'est parti. Alors 2A, on prend le niveau de la mer comme référence de l'énergie potentielle. Le volume étant de 2 fois 10 puissance 6 mètres cubes d'eau, on peut en déduire la masse puis l'énergie potentielle de pesanteur. Juste on prend le niveau de la mer comme référence. Vous vous rappelez, on peut prendre n'importe quelle référence, on aurait pu prendre n'importe quel niveau. C'est quand même plus pratique de dire que le niveau 0 c'est le niveau de la mer, puisqu'on a l'altitude, on sait qu'il y en a un qui est à 1800, l'autre à 2500. Et puis du coup on va dire quelle est l'énergie potentielle qu'ils ont par rapport au niveau de la mer. C'est-à-dire si vraiment on pouvait lâcher toute l'eau au niveau de la mer ensuite. Le volume étant donc de 2 fois 10 puissance 6 mètres cubes d'eau, il faut trouver la masse. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle pesanteur, c'est mgh. Là, j'ai un volume, il faut trouver la masse. Pour faire ça, il faut avoir la masse volumique de l'eau. Qu'on vous donne, vous vous rappelez, la masse volumique de l'eau, c'est quoi? C'est 1000 kg par mètre cube. C'est-à-dire que 1 mètre cube, ça fait 1000 kg. Puisqu'il y a 1000 litres dans 1 mètre cube. Ok. Ensuite, bon là on vous dit justement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce choix de niveau de référence influe sur les valeurs des énergies, mais pas sur les différences de l'énergie. Bien évidemment, en valeur absolue, quand vous dites qu'il y a une énergie, qu'il y a quelque chose à une hauteur donnée, son énergie potentielle, elle est par rapport à là où vous allez pouvoir lâcher l'objet. D'accord? Donc ça, forcément, en fonction de la référence que vous prenez, vous n'allez pas avoir la même valeur en joules. Mais on s'en fiche de tout ça, puisque nous, ce qui va nous intéresser, c'est le dénivelé entre les deux. Et ça, que vous preniez le niveau de la mer ou n'importe quelle autre référence sur Terre, la différence qu'il va y avoir en altitude entre les deux bassins, ça change absolument rien. D'accord ? Donc même ces questions-là, là, si vous voulez, on aurait pu les passer en mettant directement le dénivelé entre les deux. Quoi. Bref, je fais l'exercice tel qu'il est demandé. Donc MGH, du coup M c'est quoi? C'est ρ fois V, ok, fois G fois Z1, bon là vous auriez pu mettre H, c'est-à-dire que ça fait donc 1000 fois 2 fois 10 puissance 6 mètres cubes fois 9,81 fois 1800,
Et ça nous donne 3,5 fois 10 puissance 13 joules. Vous voyez, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur là. Hein. Tout à l'heure, notre petite balle de tennis, c'était en énergie potentielle de pesanteur, elle avait combien autour des 0,6 joules. Là, on est sur du 10 000, enfin 35 000 milliards de joules. Donc ça commence à faire un paquet d'énergie. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut, on veut stocker de l'énergie. Cependant, je rappelle que ça, c'est si jamais on pouvait lâcher cette eau jusqu'au niveau de la mer. Or, c'est pas le cas. Donc ça, c'est pour le bassin inférieur. Pour le bassin supérieur, du coup, on fait la même chose, sauf que qu'est-ce qui change? L'altitude, là, cette fois-ci, c'est 2500 mètres. Et du coup, là, c'est 4,9 fois 10 puissance 13 joules à ce niveau-là. D'accord? Nous, ce qui va nous intéresser, je rappelle, ce ne sont pas les valeurs absolues, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Donc, je répète, on aurait pu faire encore plus vite en mettant simplement MGH avec H qui vaut directement la différence d'altitude entre les deux, c'est-à-dire 700 mètres ici. Donc la question 3 justement. La nuit, la centrale step pompe l'eau du bassin inférieur vers le bassin. Quelle est la variation d'énergie potentielle de pesanteur du système lors de cette opération? Alors, bon, on va répondre même à la petite après. Pourquoi cette opération s'effectue-t-elle la nuit? Eh bien, on fait la différence entre les deux, c'est-à-dire qu'on fait l'énergie potentielle de pesanteur lorsque l'eau est dans le bassin supérieur, moins l'énergie potentielle de pesanteur lorsque l'eau est dans le bassin inférieur. Ça me fait du 1,4 fois 10 puissance 13 joules. Je répète, tout ça c'est simplement comme si je prenais un objet, je le mets en hauteur, je le lâche, quelle énergie il libère? Eh bien, il libère MGH. Sauf que là, c'est des tonnes d'eau qui tombent. Voilà. Petit b, cette opération de turbinage, donc turbinage c'est quand on fait monter de l'eau en hauteur, s'effectue la nuit car la demande en énergie électrique est moins importante. Excusez-moi, c'est bien le pompage ici. Hein. Pompage, c'est quand l'eau monte, turbinage, quand elle descend. Eh bien oui, en fait, quand vous construisez un réseau électrique, vous allez le construire pour le moment où il va y avoir le plus de demandes. D'accord? Vous allez, je sais pas moi, construire 60 réacteurs nucléaires pour ce qui est de la France, etc., etc. Du coup, ça va servir en journée plutôt. Surtout l'hiver d'ailleurs. La nuit, quand les gens dorment, il y a beaucoup moins de demandes, mais vous avez toujours vos 60 réacteurs. Alors vous pouvez les moduler à la baisse, vous n'allez pas les éteindre totalement, il faudra les rallumer le lendemain. Et ça ne s'allume pas comme ça, une centrale nucléaire, d'accord? Et c'est la même chose pour tous les types de centrales, que ce soit charbon, gaz et tout, c'est pas un bouton on-off, c'est un truc qu'il faut lancer, etc. Donc beaucoup de pays font ça, en fait tous ceux qui ont un peu de dénivelé. Pour réguler la demande, quand vous produisez trop, eh bien vous stockez de l'eau en hauteur. Quand vous produisez trop peu, quand il y a une grosse demande, en plus de vos réacteurs nucléaires ou centrales à charbon, gaz, etc., que vous mettez à fond, et ben vous faites tomber de l'eau pour répondre à la demande. Quatrième question. Lors d'un pic de consommation, la centrale step turbine tout le volume d'eau exploitable du bassin supérieur vers le bassin inférieur. On va répondre aussi aux deux questions. Premièrement, calculer l'énergie électrique produite par la centrale en tenant compte de l'énergie de conversion de la centrale step. Et petit b, déduire la puissance électrique de la centrale. Alors c'est parti. Lors d'un pic de consommation, l'eau passe du bassin supérieur au bassin inférieur. Je répète, on lâche du coup toute l'eau, ça fait tourner la dynamo qui nous produit l'électricité. La perte d'énergie potentielle permet de récupérer de l'énergie électrique, mais malheureusement, ce serait trop beau, il y a une perte. D'accord? Forcément, il y a une perte parce que il y a un rendement du système, hein, c'est-à-dire qu'il y a des frottements, ils ne sont pas négligeables, etc. On vous dit qu'on estime tout ça à 70%. Ça veut dire que si vous avez stocké 100 joules, d'accord, en énergie potentielle de pesanteur, vous les lâchez, vous les faites passer dans la turbine et c'est converti en énergie électrique, il n'y a que, si je puis dire, parce que c'est déjà pas mal, 70 joules électriques qui vont ressortir. D'accord? Donc c'est pas 100%, c'est pas 100 joules, mais c'est toujours mieux que d'avoir tout perdu, cette énergie. Du coup, c'est 70% de ce qu'on a mis au-dessus, c'est-à-dire 70% de ceci. Et ça nous fait donc 9,8 fois 10 puissance 12 joules. Ensuite, petit b, je rappelle que la puissance, c'est quoi? C'est une énergie divisée par unité de temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir toute cette énergie, en combien de temps elle va être libérée. D'accord? Plus delta t va être petit, plus la puissance va être grande. Et c'est intéressant d'avoir beaucoup de puissance, pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, justement, ils vont allumer toutes les choses en même temps. C'est-à-dire que par exemple, le matin à 7h, tout le monde se lève et allume tout en même temps, donc le chauffage, les gens prennent leur douche, les plaques de cuisson, etc. Ça vous fait une grosse demande en puissance, c'est-à-dire qu'il faut fournir tous ces appareils en puissance. Si on n'y arrive pas, c'est la coupure électrique, hein, d'accord, c'est aussi simple que ça. Et du coup, il faut pouvoir fournir pas mal de puissance.
Donc là, ça nous donne quoi? L'énergie, ben, on la met bien en joules, et delta T en secondes pour avoir le résultat en watts. En joules, c'est déjà fait. Delta T, on nous disait que c'était 3 heures, et bien 1 heure, c'est 3600 secondes, donc du coup, x 3. Et ça nous donne 9,1 x 10 puissance 8 watts, c'est-à-dire 900 mégawatts. Et bien ça, c'est équivalent à un réacteur nucléaire, d'accord? La puissance d'un réacteur nucléaire en France, c'est autour des 900 mégawatts, ça dépend des modèles. Donc 900 millions de watts, d'accord? Autrement dit, quand vous lâchez toute l'eau comme ça, c'est comme si on demandait à 9 millions de personnes de pédaler d'un coup, d'accord? Donc là, quand cette centrale marche et vous lâche toute l'eau d'un coup, je répète, c'est comme si on demandait en gros à toute l'île de France de se mettre sur un vélo et de pédaler pour fournir la demande électrique. Vous voyez que c'est énorme. Voilà pour cet exo. Alors c'est vraiment un truc classique. C'est quelque chose qui existe, donc les steppes, depuis à peu près un siècle, qui est utilisé par de nombreux pays, et notamment tous ceux qui possèdent du dénivelé. Si forcément vous avez un pays plat, comme l'Allemagne par exemple, bah, vous n'avez pas de steppe, hein, puisque du coup ça sert absolument à rien. Donc maintenant, petit point culture G, pour un petit peu vous parler de tout ça plus en détail. Donc si vous tapez steppe France, vous allez tomber sur la page Wikipédia donc des steppes, ou du pompage-turbinage, on peut dire ça comme ça. Et donc là, vous avez toutes les centrales installées dans le monde en pompage-turbinage. Vous voyez, donc vous avez la Chine, le Japon, les États-Unis, Italie, et ensuite la France derrière. Avec donc, on a pas mal de steppes en France. Hein. Environ 10% de la capacité hydroélectrique française, on vous dit. Donc en pratique, on peut aller sur le site qui s'appelle Eco2Mix, donc ECO, 2 comme 2 et Mix, MIX. Et ça vous donne en temps réel la consommation et la production d'électricité en France par filière. Donc à chaque fois, hein, toujours, forcément, en jaune, vous avez le nucléaire, autour des 40 000 MW. En France, on a 50 000 MW d'installés, mais ils ne sont jamais tous disponibles en même temps. Et donc, on est à chaque fois autour des 40 000 MW en nucléaire. Pour le reste, vous avez quoi? Eh bien, vous avez de l'éolien. Donc là, ce jour-là, il y avait pas mal de vent, puisque on a autour des 12 000 MW d'installés. Le solaire, eh ben, on en a pas mal d'installés, mais quand il est 1h du matin, bah, vous n'avez pas de soleil, hein, ça c'est une grosse coupe. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Bah, beaucoup d'hydraulique, du pompage, justement, on va y revenir. De l'export, bah, ça c'est on vend à nos voisins quand on en produit trop d'électricité. Hein, c'est un marché, l'électricité, donc on peut acheter et vendre de l'électricité entre pays. Et puis ensuite, vous avez donc des centrales gaz et charbon pour les pics de consommation. Donc en tous les cas, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai pris un jour d'hiver, puisque en été, c'est pas la même chose. Hein. C'est surtout l'hiver, vous avez des gros pics de consommation à cause du chauffage. Donc là, par exemple, j'ai pris comme ça un jour de semaine du mois de décembre. Eh bien, l'hydraulique, il est un peu ralenti, si on veut, autour des 5000 MW. Et surtout, vous avez du pompage. On fait remonter toute l'eau. Par exemple, vous voyez là, les éoliennes, elles étaient à fond, mais bon, à 3h du mat, on ne va pas demander aux gens de se lever pour consommer. Donc du coup, plutôt que de perdre cette énergie, puisqu'il y avait du vent cette nuit-là, on la pompe en hauteur, d'accord? Et ensuite, quand arrive le matin, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, vous voyez que la demande d'un coup se met à augmenter. Et comment on fait face à cette demande? Bah, par exemple, l'éolien, on ne maîtrise pas. Hein. Ça reste comme la nuit, déjà tant mieux, hein, ça peut tomber à zéro, mais au moins ça reste comme la nuit. Et qu'est-ce qui se met à monter? Et bien regardez, vous avez d'une part les centrales gaz, ok, mais aussi et surtout l'hydraulique. Alors ça dépend de comment c'est géré, de plein de choses, mais bon. Pour la période de pointe, donc à partir de là, de 7h du matin, comme je vous disais, on se met à lâcher plein d'eau. Donc pensez quand vous allumez votre bouilloire ou votre grille-pain le matin, d'où ça vient? Un peu de tout ça, mais pour faire face à tout ça, on lâche de l'eau et on allume des centrales gaz en France. Puisque l'hiver, ben, vous n'avez pas encore beaucoup de solaire, hein, d'accord? Donc du coup, on ne peut pas compter là-dessus. Et là, vous voyez, l'hydraulique est passé à 8000. Alors on peut monter encore un peu plus, ça dépend de plein de choses. Il n'a pas fait très froid cet hiver, donc il n'y a pas eu de grosses tensions sur le réseau électrique. Voilà, comment on fait donc le petit bal de tous les jours, c'est-à-dire que le soir, la nuit, on pompe de l'eau en hauteur, et le matin, on lâche toute cette eau. Prenez conscience que donc ça fait à peu près un siècle qu'on fait ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyen de stocker l'électricité. D'accord? Vous vous rappelez, là on a dit que la puissance de la centrale c'était 900 MW, donc 900 millions de watts. La puissance d'un téléphone portable c'est 2 watts. Et vous le rechargez très souvent votre portable. D'accord? Donc vous voyez bien que le stockage sur batterie, c'est absolument rien.
Pour vous donner une autre ordre de grandeur, donc Tesla a fabriqué une très très grande usine de batteries, c'est en Australie je crois. Si vous mettez, je crois que c'est quelque chose comme 500, j'avais fait le calcul mais là je fais un peu de tête, je crois que c'était 500 batteries, enfin 500 usines comme la giga usine qu'ils ont faite en Australie là. Vous en construisez 500 comme ça, vous tenez 3 minutes de consommation en France. D'accord ? Autant dire que vous tenez rien du tout. Et que il y a un siècle, les batteries existaient déjà, d'accord ? La première voiture électrique, enfin la première voiture, d'accord, à dépasser les 100 km/h, c'était une voiture électrique, donc la voiture électrique ça existe aussi depuis un siècle. Mais si nos aînés n'ont pas retenu le stockage sur batterie il y a un siècle, c'est pas parce qu'ils étaient bêtes, hein, c'est simplement parce qu'en fait on ne peut pas stocker grand chose avec ça. La meilleure solution qui a été trouvée à ce jour, dans le monde entier, c'est de stocker de l'eau en hauteur, que l'on relâche ensuite en période de demande. Voilà pour ces exercices et puis le petit point culture générale. Donc tout cela clôture le programme de l'année, on a donc fini le programme.